Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer David Lavillonnière, le directeur patrimoine de l'OPAC de l'Indre. L'OPAC est situé au cœur de Châteauroux, à quelques mètres d'Equinox. Aujourd'hui, nous allons recueillir l'avis de David Lavillonnière et il va nous faire partager son expérience en thermique. Alors, je vous dis à tout de suite. Bonjour David. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir dans les locaux de l'OPAC. Et puis on peut dire aujourd'hui qu'on a de la chance puisque vous nous ouvrez les portes de la salle du conseil d'administration. Alors David, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis présenter l'office public dans lequel vous travaillez? Donc, je m'appelle David Lavillonnière, je suis directeur du patrimoine au sein de l'OPAC 36 à Châteauroux. Nous sommes bailleurs sociaux sur le département de l'Indre exclusivement, avec 9107 logements en location sur 120 communes. En moyenne, combien de logements vous construisez et vous démolissez? Alors, c'est un chiffre variable. Pour cette année, par exemple, nous allons livrer une centaine de logements neufs, avec des opérations assez emblématiques comme les 100 000 chemises à Châteauroux. Et les démolitions, elles, sont associées à des projets de requalification dans certains quartiers, parfois de l'anticipation. Vous donner un chiffre par année est compliqué. Mais dernièrement, si on prend l'année 2020, vous avez un chiffre? 2020 n'a pas fait l'objet de déconstruction. La prochaine phase de déconstruction sera en 2022 avec 24 logements sur le quartier de Beaulieu. Alors, comme vous le savez, on fait des vidéos axées sur la thermique et notamment sur la performance énergétique avec l'arrivée du nouveau DPE à compter du 1er juillet prochain. Et donc c'est la raison pour laquelle on va vraiment axer ces questions sur cette partie thermique. Et on a besoin et on aimerait connaître le nombre de logements que vous avez par type d'énergie. Donc aujourd'hui, notre parc est réparti à 63% sur l'énergie gaz, 20% en électricité, alors électricité conventionnelle ou pompe à chaleur. On a 15% de notre parc alimenté au bois au travers de 2 chaufferies collectives et le solde, donc 2 petits pourcents, une centaine de logements entre fuel et mixte, donc un mélange souvent de gaz et d'électricité. Alors justement, vous parlez du fuel et vous savez que ça va tendre à diminuer cette énergie. Quelle est justement votre politique face à ces logements-là? Alors, il nous reste précisément 49 logements sur notre parc au fioul. Ils sont mal classés énergétiquement, situés en zone rurale, souvent de format pavillon. Ils feront l'objet d'une rénovation importante dans les 5 ans qui viennent. Quand vous faites la phase conception, à quel moment vous allez aborder la partie thermique? Dès le départ. Je pourrais même dire que c'est encore en amont des opérations. On regarde ce sujet dès nos plans stratégiques de patrimoine. Dans la rédaction de nos CUS, alors la CUS c'est la Convention d'utilité sociale, c'est un document qui est assez important pour les bailleurs sociaux et qui fige en fait les politiques sur les 5 années à venir. Donc l'énergie est regardée tôt en termes de direction. Dans cette même priorité en phase étude, on va choisir assez rapidement au travers de sujets très conventionnels comme l'étude d'approvisionnement en énergie, ce qu'on va retenir pour les projets, et on va tout le temps y associer un coût global
pour faire le bon choix, pas simplement l'énergie, mais le bon choix pour le locataire in fine en termes de charge. Les exigences de la performance énergétique, on va dire imposées dès lors de la conception d'un bâtiment, est-ce que pour vous c'est une réelle contrainte pour vos projets? Non. Ce n'est pas une contrainte parce que faire un bâtiment thermiquement performant, c'est avoir une offre commerciale intéressante. Plus on maîtrise les charges, plus notre couple loyer-charge sera attractif pour la location. Et vous vous êtes défini des exigences internes sur la performance énergétique? Est-ce que vous allez au-delà de la réglementation? Est-ce que vous suivez scrupuleusement cette réglementation? Alors on suit la réglementation aujourd'hui, on fait des tests. C'est-à-dire qu'on va plus loin que ce que la réglementation impose. On a notamment livré les premiers bâtiments passifs sur le département de l'Indre. On va chercher les énergies nouvelles, renouvelables. On fait toutes ces recherches en parallèle de suivre la réglementation pour monter en compétences, connaître les matériels, faire monter en compétence les entreprises du département, parce qu'il ne s'agit pas de décréter, il faut aussi que les locaux puissent mettre en œuvre ces nouveaux matériels, ces nouveaux matériaux. Donc on s'en sert un peu comme d'un labo, on fait du retour d'expérience, on vérifie que les objectifs qui nous avaient été évalués par les bureaux d'études sont bien présents en termes de coûts pour nos locataires. Et on reproduit à partir du moment où le résultat est là. Et dans le choix de vos matériaux et équipements, vous pensez permanent sur la consommation, mais vous avez une réelle pensée sur l'impact environnemental? Alors oui, on regarde les matériaux de plusieurs façons, on les a toujours regardés de plusieurs façons, la maintenabilité, les coûts d'usage, les performances effectivement énergétiques. Et depuis 5 ans, on a démarré au sein de l'établissement une politique RSE, responsabilité sociétale des entreprises, avec des axes complémentaires, la qualité, le biosourçage, je ne sais pas si le mot existe, mais en fait, le caractère biosourcé du produit, sa faible contenance en carbone, et puis on y rajoute aussi des circuits courts, ou le fait qu'il soit recyclable. On est rentré d'ailleurs, l'OPAC est rentré dans la démarche des MOCLES, c'est-à-dire 50 mètres d'ouvrage exemplaires, pour aller plus loin dans la conception de certains bâtiments, que ce soit en rénovation, donc quand on est dans la phase déconstruction, réutiliser ce qu'on déconstruit, de la vente, du recyclage, de la destruction, mais avec des filières un peu novatrices, ou alors l'intégration de produits de proximité, qu'on pourrait trouver à proximité, et qui nous permettrait de faire des bâtiments autrement. À ce titre, on va sortir en 2022 la maison solaire et solidaire à Issoudun, qui sera une réalisation assez exemplaire sur ce modèle. Ce sera un bâtiment paille, bois et paille, qui accueillera une épicerie solidaire et un local utilisé par des associations. Et ce bâtiment est regardé donc, dès la phase construction, mais également en fin de vie, puisqu'il pourra être totalement recyclé à sa déconstruction. Ce qu'on appelle la vie globale, avec le coût global d'un bâtiment. Voilà. Et vos locataires, ou vos clients, je ne sais pas comment vous les appelez finalement, mais vous constatez une sensibilité sur ces dépenses énergétiques? Oui, les charges sont un sujet pour les locataires et pour nous. On est bailleur social, on loge des gens avec des revenus qui sont modérés. Donc il est vital qu'on propose une offre locative contenue sur ces sujets, et le coût du chauffage, le coût de l'eau chaude, c'est une charge importante dans la quittance mensuelle. Donc on en a parlé au début, on parlait du DPE 2021 qui va être applicable au 1er juillet prochain. Quelle est votre attitude, et face à ça, est-ce que vous avez
déjà travaillé dessus et comment vous allez l'appréhender? Alors oui, on regarde ce sujet depuis l'année dernière. On a organisé avec notre prestataire la prise en charge de la moitié de notre parc à partir du 1er juillet prochain. Donc on va faire 5400 à 5500 DPE nouvelles formules sur le dernier semestre de cette année. Et on terminera notre patrimoine sur le premier semestre 2022. Ce qui nous permettra d'avoir un visuel complet donc, à l'horizon de juin prochain. On y rajoute également des foyers, puisque je vous ai dit en début d'interview que l'OPAC gérait 9107 logements, mais on a également des foyers à côté de ce patrimoine plus classique de logements. Et on va faire ce même travail sur ces locaux pour pouvoir avoir une nouvelle image fiable de la performance énergétique DPE de notre patrimoine. Donc on ressent bien une accélération pour tendre à pénaliser, voire supprimer ces logements dits passoires énergétiques avec la loi, on va dire la loi climat 2019 et celle de 2021. Et en ce qui vous concerne, quelle politique vous allez adopter face à ces logements? Alors la passoire énergétique, c'est les logements classés F et G. Donc effectivement, la loi a défini un calendrier très clair, puisque les étiquettes G doivent disparaître à l'horizon 2024, les F en 2027, et on attaquera à ce moment-là les étiquettes E jusqu'à 2033. Donc on a projeté nos volumes de logements en conséquence. Et actuellement, comme tous les bailleurs sociaux de France, on est en pleine rédaction donc, de notre nouvelle convention d'utilité sociale qui va courir jusqu'en 2026. Et on a donc projeté sur les 10 ans qui viennent la mutation, la transformation de ces patrimoines qui vont de toute façon devenir indécents, techniquement non louables, sur des patrimoines qu'on va essayer d'amener directement sur une étiquette D pour se donner un peu de souffle, compte tenu des volumes quand même de logements qui sont à traiter. Pour l'OPAC, on est sur 2500 logements quand je fais la somme des 3 étiquettes. Donc sont des montants en millions d'euros qu'il faut projeter budgétairement, mais qu'il faut aussi projeter en capacité de réponse des entreprises locales, mais aussi en capacité à suivre pour nos équipes ou même pour une maîtrise d'œuvre externe qu'on appellerait en complément de nos propres ressources. Alors DPE, si on parle DPE, c'est quand même notre sujet essentiel, mais pour vous finalement, vous le vivez comme une contrainte dans toutes les étapes d'un projet ou vraiment finalement ça vous pousse à innover? Est-ce que vous avez ce constat-là? Il n'y a pas vraiment de réponse puisque le DPE de toute façon c'est la loi. On doit mettre à disposition de nos locataires le DPE pour chacun de nos logements. Par contre, quand le DPE est bien réalisé par des prestataires qui font un travail de qualité, c'est un outil pour se décider, un outil qui permet d'avoir une image cohérente de tout le parc et donc projeter, quand on est à des stades de création de budget, projeter correctement nos actions futures et donc pouvoir les mener à terme dans de bonnes conditions. Allez, on va parler projet. Vous en avez fait beaucoup, mais est-ce qu'il y en a un vraiment où l'OPAC, on peut dire, est le plus fier? Alors, je vais répondre à titre personnel. Moi, ce qui m'a le plus plu à l'OPAC, c'est d'avoir pu mettre en œuvre 2 chaufferies biomasse sur notre patrimoine, de réalisation qui étaient de taille, qui fonctionnent aujourd'hui, qui présentent des coûts de fonctionnement les plus bas sur notre patrimoine. 20 ans plus tard pour certaines, notre première chaufferie bois collectif date de 2000. Je rajouterai également le déploiement important qu'on a fait sur le solaire thermique, puisqu'aujourd'hui on a plus de 11 sites qui sont équipés de panneaux solaires thermiques. Et on a inscrit donc durablement et effacé durablement ces consommations d'énergie fossile de notre parc.
Et j'aimerais à l'avenir pouvoir continuer sur cette lancée. Et là-dessus, la direction est force aussi pour qu'on améliore dans ce sens notre patrimoine. Et si on parle de prochains projets? Alors ça répond quelque part à notre interview, hein. Ça va être d'organiser les équipes pour massifier la réponse énergétique qu'on doit apporter à notre parc. L'OPAC a besoin de ces 9100 logements en location pour fonctionner, pour investir. Donc il faut qu'on prenne le virage de transformer ces logements dans le bon sens. Et donc le vrai projet, ça va être mettre en œuvre toute la direction du patrimoine pour répondre à ce challenge. Et en termes énergétiques, finalement, si on voit l'avenir, est-ce qu'on va être toujours dans la même veine solaire, énergétique? Comment vous voyez la chose si vous avez une boule de cristal? Alors je n'en ai pas. Je pense qu'il faut diversifier. J'attends effectivement de voir les nouvelles étiquettes DPE, puisqu'il va y avoir ce mixte entre les kilowatts et le carbone. Donc je suis assez interrogatif de comment le patrimoine va se reclassifier. Je suis très actif aussi sur les certificats d'économie d'énergie. Je vois que le gaz va perdre également beaucoup de ces deux œufs dans ces transformations. Je vais scruter, j'ai pas d'idée arrêtée, je vais scruter toutes les énergies. Il n'y a pas de dogme à l'OPAC. Le bois, par exemple, aujourd'hui peut permettre de répondre à des solutions techniques auxquelles il ne répondait pas hier, hein. Nous, on a fait de la biomasse sur des chaufferies collectives parce que c'était quelque chose qu'on pouvait déployer et maîtriser. Aujourd'hui, on peut le descendre sur des installations de beaucoup plus petite taille, pas forcément avec des appoints d'autres énergies. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à regarder. Évidemment, la pompe à chaleur, qui va certainement se déployer beaucoup plus massivement qu'aujourd'hui, hein. On n'en a pas forcément beaucoup aujourd'hui sur le parc. Donc, j'ai pas de réponse. J'ai pas d'énergie proscrite et donc je vais ajuster en fonction d'indicateurs tels que les C2E, tels que les DPE, notre stratégie et puis surtout, je l'avais dit et je vais le redire, toujours intégrer aussi de la dimension coût, parce qu'on peut avoir une étiquette attractive et puis finalement des charges et un coût de fonctionnement important, donc toujours mixer ce que l'étiquette présente, mais aussi ce qu'elle engendre comme facture pour nos locataires. Bon, David, en tout cas, merci de cet accueil et puis merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous également. Voilà, c'est terminé pour cette interview très enrichissante. Je remercie encore chaleureusement Pascal Langin, le directeur général de l'OPAC de l'Indre, de nous avoir ouvert les portes de son office. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres interviews.